y a plus de 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Génétiquement, nous sommes quasiment tous identiques. Il arrive pourtant parfois qu'une mutation se produise. Ces personnes-là sont extraordinaires. Je m'appelle Stan Lee. Je suis le co-créateur d'un univers de super-héros sans cesse grandissant et qui comprend Spider-Man, les 4 Fantastiques et l'incroyable Hulk. Les super-humains ne sont pas de simples personnages de fiction, ils existent vraiment. Voici Daniel Browning Smith. Il est né avec un pouvoir incroyable. C'est l'homme le plus flexible du monde. Je lui ai demandé de parcourir la planète à la recherche d'autres personnes au pouvoir extraordinaire. Stan Lee a créé tous les personnages qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, j'ai la chance de voir ces héros de comics prendre vie sous mes yeux. C'est irréel. Nous n'avions jamais vu ça auparavant. Par définition, ça fait de lui un super-humain. Pour moi, c'est impossible. Je dirais même que c'est un miracle. Les super-humains existent. Préparez-vous à les rencontrer. Je m'appelle Daniel Browning Smith. Et je pars à la découverte d'une toute nouvelle génération d'êtres surhumains. Je vais tester un homme dont la peau peut supporter la température d'ébullition de l'eau. Je vais rencontrer un moine Shaolin qui aurait réussi à transformer le célèbre One Inch Punch de Bruce Lee en coup de poing mortel. Puis, je regarderai un homme défier la gravité en plongeant dans 30 cm d'eau. Mais pour commencer, je vais rencontrer le tireur le plus rapide du monde. Les super-humains sont dotés de capacités largement supérieures à celles de tous les autres êtres humains. Je m'enfonce dans le désert à la rencontre d'un cow-boy dont le talent légendaire pourrait bien dépasser les limites de ce qui est scientifiquement possible. Tout le monde connaît les westerns. Le méchant arrive en ville et provoque le gentil. Mais mieux vaut ne pas défier l'homme que je vais rencontrer. Car le bruit court que Bob Munden est la gâchette la plus rapide du monde. On dit que je suis le tireur le plus rapide qui ait jamais existé. C'est fort possible. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bob peut dégainer et tirer plus vite que n'importe qui d'autre au monde. Mais ce qui fait de lui un super-humain, c'est son incroyable précision à une vitesse phénoménale. On ne peut véritablement apprécier son talent qu'au ralenti, avec une technologie de pointe. Je vais tester la vitesse de Bob afin de savoir jusqu'où il peut pousser son incroyable super-pouvoir. J'ai rendez-vous avec Bob sur le champ de tir où il pratique son sport. Vous devez être Bob Munden. À l'époque du Far West, dégainer rapidement était une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, c'est un sport qui exige vitesse et précision. Bob m'explique la difficulté de l'exercice. On ne peut pas tirer juste en appuyant sur la gâchette. Il faut d'abord armer et ensuite presser la détente. Donc en une fraction de seconde, vous devez dégainer, armer, viser et tirer. Oui. Bob me conseille de ne pas cligner des yeux, sans quoi je raterai toute l'action. Un humain moyen cligne des yeux en 3/10 de seconde. Est-il vraiment aussi rapide? Wow! C'est carrément incroyable. J'ai juste eu le temps de voir un flash et c'était fini. C'est le but recherché. Bob a dégainé, armé et tiré si vite que je n'ai rien vu. Je me suis rendu compte de ce don quand j'ai commencé les compétitions de tir avec chronomètre électronique. Je peux dégainer et tirer en 1,75 centième de seconde, soit moins de la moitié d'un dixième de seconde. Ou très vite si vous préférez. L'autre talent qui sépare Bob du commun des mortels, c'est sa capacité à viser de la hanche à une vitesse incroyable. Je vise les boîtes comme ça.
C'est ce qu'on appelle le tir à l'instinct. Je vise les boîtes à différentes hauteurs avec des angles différents. Mais vous ne visez pas. Vous tirez de là. Si, je vise. Je calcule de tête la position verticale et horizontale du canon et ma main se coordonne avec ce que je vois. En ralentissant les images 40 fois, on se rend mieux compte de la précision de Bob. S'il déviait ne serait-ce que d'une fraction de degré, il manquerait sa cible. Mais Bob met dans le mille en un clin d'œil. Il me laisse essayer. Mais même en visant de manière conventionnelle, je suis complètement à côté. Je suis très impressionné par cet incroyable talent. Mais qu'en pensent les experts ? J'emmène Bob au stand de tir de la police de Las Vegas pour rencontrer le sergent Petco. Je tiens vraiment à ce qu'il voie de quoi Bob est capable. Car il forme les meilleurs tireurs de la police et leur apprend à se servir d'une arme. Il pourra donc me dire si Bob est bien un super-humain. Bob se place à 3 mètres de la cible, car la plupart des fusillades auxquelles les policiers prennent part se déroulent à cette distance ou plus près. Très impressionnant. De toute évidence, Bob a un don extraordinaire. Les tirs sont groupés de manière idéale. Est-ce qu'on pourrait en faire de même avec des heures d'entraînement? Ou bien est-ce qu'il est né comme ça? La vitesse à laquelle il tire et la précision dont il fait preuve sont des dons que très peu de personnes au monde possèdent. Vous aviez déjà vu ça? Aussi rapide, non, jamais. Bob a un don surhumain. Bob a époustouflé les experts. À présent, je l'emmène voir un scientifique pour savoir si sa vitesse et sa précision dépassent les capacités normales d'un être humain. David Sandler est un physiologiste du sport. Il est spécialisé dans les mouvements extrêmes et a étudié les personnes les plus rapides du monde. Où Bob se situera-t-il? Bonjour, enchanté. Pour savoir si Bob est un super-humain, David va utiliser des accéléromètres. J'ai différentes sortes d'accéléromètres que je vais placer sur les mains de Bob. Au fur et à mesure de l'action, je vais mesurer l'accélération de sa main et calculer sa vitesse réelle. Je peux mesurer les millièmes de seconde, donc normalement, ça devrait suffire. L'œil humain ne peut pas suivre une telle vitesse. Les informations des capteurs vont dessiner un graphique basé sur les mouvements des muscles de Bob. Je capte des données. David va mesurer avec précision en combien de temps Bob dégaine et tire. Au millième de seconde près. Prêt? 3, 2, 1, go! C'était incroyable. Quand vous dégainez, le pic d'accélération de votre main s'inscrit ici. Vous avez atteint presque 10 G. En langage courant, ça veut dire que c'est incroyablement rapide. Le G est l'unité de gravité terrestre. Les pilotes de chasse sont formés à supporter jusqu'à 9 G. Mais pendant une fraction de seconde, les muscles de Bob génèrent une force de 10 G. Le plus incroyable, c'est que d'après les résultats, Bob peut dégainer, armer et tirer plus vite que le temps de réaction d'un cerveau humain moyen. Le temps de réaction humain se situe aux alentours de 2 dixièmes de seconde. L'intégralité de l'action a duré moins d'1 dixième de seconde. C'est pas possible. À quoi on peut comparer ça? J'ai déjà mesuré des serpents à sonnette et il est plus rapide qu'eux. Le mouvement en lui-même prend environ 6 centièmes de seconde, ce qui est tout à fait remarquable, d'une rapidité extraordinaire. Notre scientifique est épaté par la rapidité de l'action. Mais Bob s'apprête à tenter l'impossible. Je vais dégainer et tirer 2 coups, un pour chaque cible, le plus vite possible. Bob veut prouver que sa précision est superhumaine, en tirant sur 2 cibles en un éclair.
Je m'appelle Daniel Browning-Smith et je suis l'homme le plus flexible du monde. Stan Lee, la légende des comic books, m'a chargé de trouver d'autres super-humains. J'ai rencontré le tireur le plus rapide de la planète. Vous aviez déjà vu ça? Aussi rapide, non, jamais. Le scientifique David Sandler a mesuré à quelle vitesse Bob dégaine. L'intégralité de l'action a duré moins d'un dixième de seconde. C'est pas possible. Mais pour prouver qu'il est un surhomme, Bob va tenter de toucher 2 cibles à 2 mètres l'une de l'autre le plus rapidement possible. Vous allez toucher les deux en un seul mouvement. Oui, je vais dégainer et tirer 2 coups, un pour chaque cible, le plus vite possible. Je devrais armer avant chaque tir. Oui, vous armez, bang. Vous réarmez, bang. Oui. Un seul tir requiert déjà une incroyable dextérité. Mais toucher 2 cibles à toute vitesse en tirant de la hanche est une autre paire de manches. C'est carrément hallucinant. C'est incroyable. Il a tiré 2 coups, mais j'en ai entendu qu'un. Regardez le délai entre les 2 actions. Il est à peine visible. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il a bien tiré 2 coups, revoyez l'action image par image. Voilà le premier coup, puis le second. C'est phénoménal. J'en ai entendu qu'un. Vous avez entendu l'autre? Non, juste un. C'était incroyable. J'en viens pas. Même sur le graphique, on dirait presque qu'il n'y a qu'un coup. J'ai jamais rien vu de pareil. 2 coups en moins d'un dixième de seconde. Une dextérité et une coordination œil-main incroyable. C'est époustouflant. C'est un surhomme. Ses capacités dépassent largement celles des autres êtres humains. Par définition, ça fait de lui un super-humain. La gâchette ultra rapide de Bob Munden lui vaut bien le titre de super-humain. Mais qu'en est-il du suivant? Daniel se rend en Finlande pour rencontrer un homme qui prétend pouvoir supporter une chaleur extrême, une température dépassant les 130 degrés Celsius. Je suis en Finlande, l'un des pays les plus froids de la planète, pour rencontrer le champion des saunas Timo Kaukonen, dont la capacité à supporter la chaleur dépasse l'entendement. Dans les pays nordiques, le sauna est une tradition qui date de plusieurs siècles et qui fait partie intégrante de la culture, à tel point qu'il existe même des championnats. Timo est une légende vivante en Finlande et son don est largement récompensé. Lors de ces compétitions, le gagnant est celui qui tient le plus longtemps avec une température de départ de 120 degrés Celsius et en constante augmentation. Je ne suis pas du genre à jeter l'éponge. Je n'abandonne jamais, quelle que soit la situation. Timo a réussi à tenir 16 minutes à une température dépassant le degré d'ébullition de l'eau et a remporté 5 fois le championnat du monde. Mais pourquoi son corps supporte-t-il mieux la chaleur que celui des autres? Je vais lui faire passer quelques tests scientifiques afin de savoir ce qui fait de lui un super-humain. On se rend sur les lieux du championnat du monde de sauna pour tester les capacités de Timo. Car c'est le seul endroit à posséder un sauna suffisamment chaud pour le mettre à l'épreuve. Je vais également participer pour constater par moi-même la chaleur. Ce sauna peut atteindre des températures dépassant les 130 degrés Celsius. Souvenez-vous, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Alors qu'on installe le matériel de test, le sauna nous prouve à quel point il est chaud. J'ai placé cet appareil dans un coin pour filmer l'action. Il fait si chaud qu'il a fondu. Pour pallier tout risque de brûlure, une secouriste est prête à agir. Dehors, il fait un froid de canard. En tant que contorsionniste, ma résistance au froid est très basse, car mes muscles se contractent, mais je suis prêt à tout pour la science. Le docteur Robert Bolt, un spécialiste en tolérance à la douleur,
va étudier les réactions de nos corps au sauna pour découvrir ce qui rend Timo si unique. La température de la peau de Timo est de 24 degrés. Et vous, de 28 degrés. Il a donc une meilleure vasoconstriction périphérique. Je vais vérifier vos mains. Il commence par noter la différence de température entre nos deux peaux dans le froid. Vous êtes plus chaud, à presque 27 degrés. Le Dr Bolt a déjà remarqué une différence. Maintenant, il veut savoir comment notre peau réagit aux températures extrêmes du plus chaud sauna du monde. Je peux à peine respirer. J'ai l'impression d'être dans un four. On a les images thermiques de Daniel et de Timo dans le sauna. Avant d'y entrer, la peau de Timo était plus froide que celle de Daniel. C'est intéressant, ça pourrait vouloir dire que sa circulation sanguine cutanée est meilleure que celle de Daniel. La vache, ça fait une sacrée différence. Je passe du froid le plus intense de toute ma vie à la chaleur la plus forte. Bon sang. Même le thermomètre peut pas monter plus. Il est coincé à 140 degrés Celsius. C'est une chaleur hallucinante. Étrangement, plus la température monte, plus le corps de Timo devient rouge comparé au mien. C'est beaucoup trop chaud. J'ai la peau qui brûle. Timo est tout rouge à cause d'un afflux sanguin vers sa peau pour éloigner la chaleur intense de la surface et pour empêcher qu'elle ne brûle. Il semble que Timo refroidisse son corps plus efficacement que Daniel. Daniel se réchauffe beaucoup plus vite. On va voir ce que ça donne. Au bout d'une minute, ma peau atteint les 60 degrés Celsius et je suis obligé de sortir. Je suis pas Timo, je sors. Même la poignée est trop chaude. J'en peux plus. Les données thermiques du Dr Bolt montrent que je me suis réchauffé plus vite, et donc que j'ai eu mal plus tôt. Le point où nous mesurons la température de la peau de Timo atteint 54 degrés. Petit à petit, sa peau monte jusqu'à la température à laquelle j'ai dû arrêter. Mais Timo reste là, à se réchauffer. À 65 degrés Celsius, quelques secondes d'exposition suffisent à provoquer des lésions nerveuses et cutanées. Ne ressent-il pas la douleur? Je ressens la douleur, mais je tiens bon et je n'abandonne pas. La température à l'intérieur du sauna est équivalente à celle d'une mijoteuse. Mais au bout de 8 minutes, Timo sort, totalement indemne. Le Dr Bolt pense que la circulation sanguine de la peau de Timo pourrait être la clé de son super pouvoir. Les zones blanches de votre peau sont celles où le sang est absent. Et les zones rouges, où l'afflux sanguin est très important. Chez Timo, l'afflux sanguin est bien distribué sur l'ensemble du corps. Pour en être certain, le Dr Bolt va procéder à un autre test en laboratoire qui nous prouvera pourquoi Timo est un super humain. Je m'appelle Daniel Browning-Smith. À la recherche d'humains dotés de super pouvoirs, je suis aujourd'hui en Finlande pour enquêter sur un homme capable de supporter des chaleurs infernales. J'ai placé cet appareil dans un coin pour filmer l'action. Il fait si chaud qu'il a fondu. Et Timo peut supporter ça? Le test semble indiquer que la peau de Timo régule sa température de manière plus efficace que celle d'un humain moyen, ou bien que son niveau de tolérance à la douleur est extrêmement haut. Le Dr Bolt, un expert en la matière, nous reçoit dans son laboratoire afin de découvrir ce qui se cache derrière ce super pouvoir. Le Dr Bolt dessine des carrés sur notre peau. Il va effectuer une série de tests à l'aide de cette mini-plaque chauffante, appelée thermode, et mesurer notre tolérance à la chaleur. Le but n'est pas de mesurer votre endurance à la douleur, mais seulement votre seuil de tolérance. Pour que les résultats soient valides, on doit appuyer sur le bouton dès qu'on a mal. Comme d'habitude, c'est moi qui commence. Vous êtes prêts? Oui. Appuyez sur le bouton dès que c'est trop chaud. Ok. Aïe! Stop! On a tous une sensibilité différente, mais la mienne est dans la moyenne, à environ 43 degrés Celsius. C'est un instinct de survie naturel et vital.
On va maintenant savoir si la capacité du champion de sauna Timo Kaukonen à supporter des températures potentiellement mortelles est due à une incroyable tolérance à la douleur. Prêt, Timo? La thermode placée sur sa peau chauffe encore et encore. Son seuil de tolérance à la douleur est hors du commun. Pour des raisons éthiques, les médecins ne peuvent pousser les tests au-delà de 54 degrés Celsius. Température à laquelle les tissus humains sont endommagés par la chaleur. Timo a atteint le maximum sur les 5 tests. Il aurait pu tenir plus longtemps, mais pour des raisons de sécurité, la machine ne peut pas aller plus haut. Exact. Son seuil de tolérance à la chaleur dépasse systématiquement les standards internationaux de tests sur les humains. Je ne pense pas qu'il soit insensible à la douleur. Mais pour une raison quelconque, son seuil de tolérance est très élevé. Le Dr Bolt compte en découvrir la raison grâce à un autre test. Après ça, je saurai si votre peau chauffe facilement. C'est un thermomètre? Oui. Ce test vise à prouver que si la peau de Timo a une température plus basse que la mienne, comme l'a montré notre caméra thermique un peu plus tôt, c'est à cause d'une différence génétique. Cette fois, après avoir retiré la thermode, le Dr Bolt mesure la température de ma peau à l'aide d'un thermomètre électronique. Quand la thermode atteint les 36 degrés Celsius, ma peau, elle, affiche 33 degrés Celsius, une température proche de celle de la plaque. Mais qu'en sera-t-il avec Timo? Le résultat est très différent. La thermode atteint les 50 degrés Celsius, mais la température de sa peau reste beaucoup plus basse. La théorie du Dr Bolt est donc confirmée. La peau de Timo éloigne la chaleur de la surface de manière beaucoup plus efficace que la normale, lui permettant de ressentir une température beaucoup plus basse. Voilà pourquoi son seuil de tolérance à la chaleur est surhumain. Les résultats des tests confirment donc que Timo est physiologiquement différent de nous. Il est possible que ce soit génétique. Timo Kaukonen est donc la preuve vivante qu'un changement minime dans le fonctionnement de notre corps peut donner des résultats superhumains. Mais il faut aussi une force mentale considérable pour supporter des températures extrêmes aussi longtemps. La douleur part, mais la défaite reste à jamais. Le seuil de tolérance à la chaleur de Timo est certainement le plus élevé du monde. Une particularité qu'il partage avec de nombreux super-héros. Bien avant l'invention des comic books, les exploits des moines Shaolin étaient déjà légendaires. Mais sont-ils vraiment des êtres surhumains? Daniel se rend à New York pour rencontrer un moine guerrier qui pourrait bien être un super-humain. Je suis à Chinatown, à New York, à la recherche d'un homme aux capacités mentales et physiques surhumaines, grâce peut-être à ses croyances traditionnelles. Tous les moines Shaolin sont capables de prouesses physiques incroyables, mais celui-ci semble surpasser tous les autres. Je vais tenter de découvrir si, malgré son mètre 60, Shi Yanming maîtrise sa force vitale au point de délivrer le coup de poing le plus mortel de la planète. On dit qu'il aurait amélioré la technique du one-inch punch de Bruce Lee, au point de générer suffisamment de force pour tuer à 2,5 cm de distance. Je vais donc le mettre à l'épreuve. Les moines Shaolin pratiquent la méditation en action. Ils enseignent la philosophie Chan à travers un mélange de Kung-Fu, de Tai Chi et de Qigong. Shi Yanming suit cette voie depuis l'âge de 5 ans. Élevé dans le temple Shaolin originel, ce moine guerrier a choqué le monde en déménageant à New York en 1992. C'était la première fois qu'un moine Shaolin fuyait la Chine. Le temple Chan a été créé en 495 après Jésus-Christ, il y a 1500 ans par un moine indien.
Le jiu-jitsu, le kickboxing, le taekwondo, le karaté, tous les arts martiaux viennent de là. Les moines Shaolin sont-ils une religion, une forme d'art martial? C'est une religion et une philosophie. Les moines Shaolin sont différents des autres. On entraîne notre corps ainsi que notre mental et notre esprit. Seuls les moines Shaolin ont le droit d'enseigner les arts martiaux à l'intérieur du temple. Assez parlé. Je veux que Shi Yanming me montre son coup de poing légendaire. Regardez. J'y crois pas. Faites voir. C'est solide, c'est une vraie. Mais il veut d'abord me montrer que grâce à l'enseignement des Shaolin, son corps est aussi résistant que de l'acier. J'hallucine. C'était génial. Et votre ventre? Ça va. Ça vous a fait mal? Je me sens très bien. Et maintenant? Maintenant le dos. Je suis sans voix. C'est surréaliste. Il a une force incroyable. Par rapport à votre ventre, votre dos semble indemne. Il m'explique que son pouvoir ne vient pas seulement de ses muscles. On entraîne autant notre corps que notre mental. Ça va ensemble. Ils ne font qu'un. Il faut utiliser le chi pour protéger le corps. Chi est un mot chinois qui signifie énergie vitale. Shi Yanming a passé sa vie à s'entraîner pour apprendre à maîtriser son chi. C'est aussi le secret de son pouvoir. Sa résistance au coup est réellement impressionnante. Mais si je suis là, c'est surtout pour sa force de frappe. J'ai demandé à la scientifique Cindy Burr de le tester à l'aide d'une technologie de pointe destinée à mesurer l'impact mortel d'un accident de voiture. J'aimerais que vous mesuriez la force et la vitesse de son coup de poing afin de savoir quels dégâts il peut causer sur une personne. Pas de problème, j'ai apporté l'équipement nécessaire. Fantastique. J'ai hâte. Ça vous plaît? Tant mieux. Voici une sorte de punching ball humain. C'est un mannequin hybride 3 qu'on utilise pour les essais de choc automobile. Il est équipé de capteurs dans la tête ainsi que dans la poitrine. Vous pouvez y aller franchement, comme vous le faites à l'entraînement. Et on verra ensuite ce que ça donne. Pas de problème. Vous êtes à l'aise? Oui. On y va quand vous voulez. Shi Yanming va réaliser 3 types de frappes. Il commence par un direct à la tête. On y va. 3, 2, 1, frappez. Ouais. Ça donne quoi? Voyons ça. Ok, ça c'est votre force en newton, soit 3435 newtons pour être exact. Oui, c'est un chiffre très élevé qu'en général seuls les meilleurs boxeurs peuvent atteindre. Mais avec un seul coup de poing, qu'ils ont passé du temps à parfaire, 3435 newtons peuvent causer de sérieuses blessures. Il a baptisé le coup suivant la force explosive. 3, 2, 1, frappez! Qu'est-ce qui rend cette force explosive? Le corps bouge comme ça. Donc le coup part de vos orteils Des orteils jusqu'à votre poing. jusqu'au poing. Vous voyez? Avec ce coup explosif, il y avait 12 mm de déflexion, soit beaucoup plus qu'avec le premier coup de poing. Si j'étais à la place du mannequin sans aucune protection, quel genre de blessure je subirais? Je ne vous laisserai pas essayer, ce serait trop dangereux. Vous pourriez avoir des côtes cassées et des contusions au cœur ou aux poumons. Ce sont des blessures très graves. Shi Yanming génère une force colossale pour sa petite taille. Il va enfin nous montrer son One Inch Punch, rendu célèbre par Bruce Lee. Vous allez nous montrer quoi?
Je n'ai jamais vraiment su si ce coup était possible, mais on va bientôt le découvrir. C'est quoi ce coup? C'est un coup que je porte avec seulement 2,5 cm entre mon poing et le corps de l'adversaire. Vous pouvez générer suffisamment de vitesse pour porter un coup à 2,5 cm. Exactement. Dans ce cas, frappez le torse. C'est généralement sur cette partie du corps qu'on tape, non? De cette manière, on pourra déduire les blessures et découvrir si ce coup est aussi mortel qu'on le dit. Générer une accélération suffisante pour causer des dégâts paraît impossible à si faible distance. La maîtrise de son chi, son énergie vitale, lui permet-elle vraiment de surpasser la force d'un être humain normal? Votre chi est prêt? Oui. Ok, 3, 2, 1, frappez! Oh, wow. Le mannequin a vraiment beaucoup reculé cette fois. J'ai hâte de voir les résultats. Cindy est abasourdie par les résultats du One Inch Punch. Il y avait plus de chi, c'est sûr. Elle n'avait encore jamais vu un humain produire de tels chiffres. C'était vraiment incroyable. J'avais déjà mesuré des impacts à la poitrine. C'est d'ailleurs là-dessus que portait ma thèse. La force que vous avez dégagée est très importante. Elle dépasse même nos standards automobiles, 1,78 VC. Dans l'automobile, on utilise une valeur limite de 1. Quand une voiture est testée selon les critères de sécurité mis en place par l'État, à 1,0, elle est recalée. D'après les données recueillies ici, un accident de voiture à 50 km/h causerait moins de dégâts que votre coup de poing. Wow. À 2,5 cm de distance, il est 2 fois plus mortel qu'un accident de voiture. C'est votre coup de poing le plus puissant et le plus mortel. Le plus près. Il est clairement anormal, si je puis dire. Je ne comprends pas comment il arrive à faire ça, mais il le fait. Le chi joue vraiment un rôle. On dirait bien que le pouvoir du chi peut faire de vous un super-humain. Grâce au pouvoir du chi, Shi Yanming délivre un coup de poing surhumain. À présent, Daniel se rend dans le Colorado à la rencontre d'un véritable trompe-la-mort. On le dit capable de survivre à des impacts hors du commun. Je me rends dans une station de ski du Colorado, rencontrer un homme qui soumet constamment son corps à des forces capables de tuer n'importe quel autre être humain. Il s'appelle Darren Taylor. Darren va me montrer l'emplacement de sa prochaine exhibition. S'il survit, ça remettra en cause tout ce que je sais sur la physique. Impossible. Vous vous fichez de moi? Non, c'est mon plongeoir tout là-haut. C'est incroyable. Oui, les gens ont toujours du mal à y croire en le voyant. Mais c'est bien de là que j'ai sauté. C'est à quelle hauteur? À 10 mètres. Vous allez vous jeter de là-haut? Ouais. Je vais plonger dans 30 cm d'eau. C'est impossible. Comment vous faites? Un plongeon de 10 mètres dans 30 cm d'eau? Je dois absolument en savoir plus. J'ai beau m'attendre à l'inattendu, j'ai du mal à croire ce que me dit Darren. J'ai déjà entendu parler de cette discipline, mais j'aimerais savoir ce qui le différencie des autres. On a réussi à réduire la quantité d'eau à un niveau vraiment critique, c'est-à-dire 30 cm. C'est vraiment très peu. Ce n'est pas un numéro de cirque. Personne d'autre au monde ne peut plonger de si haut dans si peu d'eau sans se tuer. J'ai rencontré beaucoup de plongeurs professionnels dans différents pays qui m'ont dit « Pourquoi et comment ?» Le projet de Darren semble défier les lois de la physique. Un être humain en chute libre peut atteindre une vitesse de 340 km/h. En plongeant d'une hauteur de 10 mètres, Darren risque de très graves lésions. Le bassin a l'air encore plus petit une fois monté. Je pensais qu'il serait plus grand. C'est de la folie, je comprends pas comment il peut y arriver. Des secouristes se tiennent prêts, mais pour comprendre exactement ce que risque le corps de Darren, j'ai fait venir un chirurgien orthopédique, le docteur Dolbert. Ça me dépasse. Je comprends pas comment il peut plonger de là-haut et s'en sortir vivant. C'est vraiment une piscine pour enfants. Vous avez déjà vu ça? Jamais. J'en avais même jamais entendu parler.
S'il tombe pas pile au bon endroit, ça peut vraiment mal se terminer. Il peut endommager son cou et sa moelle épinière, les organes à l'intérieur de sa poitrine. L'impact peut même arrêter son cœur, tout simplement. En tant que chirurgien orthopédique, vous avez déjà vu les dégâts causés par une chute de 10 mètres? Oui, et ça ne se termine jamais bien. C'est vraiment pas la chose à faire. Et encore moins dans un bassin pour enfants. Quel est le pire scénario pour Darren? Il pourrait se tuer dans ce bassin. L'eau a maintenant atteint les 30 cm requis. Mais Darren veut attendre le lendemain matin pour laisser à l'eau le temps de refroidir. C'est bon. Le niveau d'eau est suffisant. Il faut qu'elle soit vraiment glacée pour que les atomes et les molécules soient bien compacts. Comme ça, la surface est plus dure. Et quand je touche l'eau, l'impact me freine plus vite. Et je ne m'enfonce pas jusqu'au tapis en dessous. Ne vaudrait-il pas mieux tomber sur quelque chose de mou? Étonnamment, Darren veut que l'impact soit plus dur. Mais quelle force son corps devra-t-il supporter? Pour le savoir, j'interroge le physicien Paul Bill, de l'Université du Colorado. À quelle vitesse va-t-il tomber? Il va toucher l'eau à environ 58 km/h. Et il a 30 cm d'eau pour l'arrêter. Quand il touchera l'eau, la force exercée sur son corps équivaudra à environ 40 fois la force gravitationnelle. Pendant une fraction de seconde, plus précisément un 25e de seconde, il va ressentir une force d'environ 4 tonnes. 4 tonnes? Pour comprendre comment Darren peut survivre à un tel impact, je vais observer sa méthode, avant qu'il n'exécute ce plongeon qui dépasse l'entendement. Je suis dans le Colorado pour enquêter sur un homme qui pourrait bien avoir un pouvoir surhumain. Demain, Darren Taylor plongera de cette plateforme dans 30 cm d'eau lors d'une démonstration qui défie les lois de la physique. Quand il touchera l'eau, la force exercée sur son corps équivaudra à environ 40 fois la force gravitationnelle. Quel est le pire scénario pour Darren? Il pourrait se tuer dans ce bassin. Pendant que l'eau refroidit, j'ai demandé à Darren de m'expliquer comment il compte survivre à cette chute. Salut Daniel. Ça va? Comment vous trouvez la vue? On est à quelle hauteur? Là, on est à 10 mètres. 10 mètres. Eh ouais. À peu près la hauteur d'un immeuble de 2 étages. Je vais plonger de cette hauteur, mais dans 30 cm d'eau. Je comprends pas. Vous allez plonger la tête la première ou les pieds en avant? Dans tous les cas, ça fait pas beaucoup d'eau. Je commence par faire un saut de l'ange. Et ensuite, grâce à ma technique d'atterrissage, j'arrive à absorber l'impact avec le torse pour ne pas m'enfoncer dans l'eau. Vous devez avoir des réflexes de ninja pour être capable de préparer votre corps à l'impact en tombant à plus de 58 km/h. C'est le fruit de beaucoup de travail. Le plongeon se décompose en un grand nombre de phases. J'effectue une préparation intense et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. Quand une personne normale saute de cette hauteur, il faut au moins 3 mètres d'eau pour absorber l'énergie de la chute. Sautez! J'ai touché la surface avec une force d'environ 4 tonnes. La technique de Darren répartit mieux la force et demande moins d'eau pour s'arrêter. C'est la technique pour y arriver. Gardez le menton relevé, ne jamais regarder l'eau et attendre l'impact. Quand j'ai touché l'eau, j'étais vraiment content que la piscine soit profonde. J'ai vraiment coulé à pic. Oui, vous êtes bien descendu à 3 mètres et c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Moi, je commence par un saut de l'ange normal, mais j'interromps mon plongeon. Je fais un plat et j'évacue le plus d'eau possible du bassin pour me ralentir. Donc vous faites un plat à 10 mètres de hauteur? Exactement. Pour survivre au plongeon de demain, Darren n'aura pas droit à l'erreur. Il ne doit surtout pas manquer le bassin situé à 3 mètres du pied de la tour. En sautant de 10 mètres de haut, il tombera à près de 55 km/h. Il devra donc faire des dizaines de petits ajustements en une fraction de seconde. Ça fait mal à 1 mètre de haut? Oui, ça pique. Et demain, vous sautez de 10 mètres. Oui, mais ce sera différent. C'est moi qui percuterai l'eau et non l'inverse. La différence a son importance. Je serai prêt pour l'impact. Je ne le subirai pas. Je l'initierai. Le jour J est arrivé. Et les conditions sont idéales. Darren ne doit pas rater sa cible, mais les lois de la physique semblent contre lui.
Il doit non seulement survivre à la chute, mais aussi viser le bassin à la perfection. Le tout en luttant contre les effets de l'adrénaline. Allez! Il doit maintenant faire preuve d'une concentration et d'une force mentale surhumaine. Tiens-le, tiens-le, relève le menton, ramène, tiens, 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 boum. Le grand moment est arrivé, et la foule aussi. C'est parti. La tension est palpable. Les secouristes et les scientifiques sont dans l'expectative. Et il faut vraiment être un super-humain pour survivre à une telle chute. Darren est parvenu à combiner une préparation mentale, une technique parfaite et une capacité à aller au-delà de ce que les gens ordinaires peuvent faire. C'était hallucinant. À vos marques, prêts, plongez, c'est la clé du succès. Au début, j'avais un peu peur. Mais 10 secondes avant de plonger, mon instinct de gagnant a repris le dessus. Et je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai attendu une seconde de plus et je me suis dit, je vais quand même réfléchir un peu. J'ai regardé le sommet des montagnes et j'ai plongé dans le ciel bleu. Ma séparation de l'échelle était bonne. J'étais très content. Mon saut de l'ange était très réussi. J'ai bien gardé le menton relevé pour ne pas tomber en piqué. L'impact était parfait. J'ai atterri exactement comme je le voulais. J'ai senti l'impact et je me suis dit, cool, ça y est, je suis en bas. Darren Taylor a défié la science. Je refuserais d'y croire si je l'avais pas vu de mes yeux. C'est vraiment un surhomme. Il réussit ce plongeon parce qu'il maîtrise parfaitement sa technique. S'il l'avait raté... Le professeur Splash nous a fait une belle démonstration de physique. Il a subi une décélération de 40 G dans 30 cm d'eau. Il a étalé cette force sur tout l'avant de son corps et pendant un instant, il a pesé 4 tonnes. C'était incroyable. Un être humain ordinaire ne survivrait pas à une telle chute libre. Et pourtant, grâce à des années d'entraînement, Darren peut regarder la mort en face et accomplir ce qui semble impossible. Et une fois de plus, nous avons prouvé que des super-humains existent bel et bien. Je sais qu'il y en a d'autres et je compte bien les trouver.